Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Kawan Zheng. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît. Comment vas-tu, Kawan? Oui, salut Quentin, ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Ouais, super. Merci pour l'invitation. Parfait. Alors, on a travaillé, on s'est re-rencontrés dans le fond très récemment à une conférence dont on va parler dans la vidéo. Mais avant de plonger dans cette discussion-là, euh, qui est Kawan Zheng? Ouais, donc je suis professeur, chercheur à l'École de technologie supérieure de Montréal, département là, de génie logiciel et technologie de l'information. Depuis 2017, donc à mon arrivée, j'ai fondé un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Fusée et on fait de la recherche dans les systèmes distribués, donc plus particulièrement là, technologie de chaîne de blocs, applications décentralisées. Donc c'est vraiment notre focus principal. On a peut-être là, une vingtaine d'étudiants aujourd'hui, là, des étudiants en doctorat et la maîtrise qui font de la recherche vraiment dans les aspects on va dire, techniques des chaînes de blocs. Sinon, avant ça, ben, j'ai passé 2 ans à Munich, à l'école de technologie de Munich. Et là, c'est un peu là que j'ai découvert là, les chaînes de blocs. Il fallait que j'enseigne un cours là, sur les systèmes distribués que j'ai enseigné en anglais, là, pas en allemand. Euh, Puis dans ce cours-là, je cherchais là, du nouveau matériel pour rafraîchir le contenu de ce cours-là. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment là, la technologie blockchain. Je tombé en amour là-dedans. Puis plus que je creusais, plus que je voulais, je regardais, sans en savoir plus là-dessus. Puis quand j'ai enseigné ça pour la première fois là-bas, ça a super bien été. Puis les étudiants aimaient vraiment le contenu. Puis ils m'approchaient après le cours, me demandaient là, est-ce que je peux faire un projet personnel là-dessus? Fait que dans les 2 ans que j'étais là-bas, j'en ai fait pas mal là, de projets avec des étudiants comme ça sur la blockchain. Puis quand je suis revenu ici au Canada, c'est là que j'ai décidé là, OK, c'est let's go, j'embarque dans la blockchain parce que c'est vraiment un sujet là, qui m'intéresse beaucoup, puis qui semble intéresser les étudiants. Puis en plus de ça, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'entreprises, puis aussi ben, le gouvernement qui est intéressé dans ce sujet-là. Donc c'est ça. Oui, c'est sûr. Le niveau d'adoption de la technologie, autant par les particuliers que par les entreprises, les étudiants dans le milieu scolaire et tout ça, ça ne fait qu'augmenter. Fait que c'est sûr que rester dans ce secteur d'affaires-là sur le long terme, ça va être bon et pour moi et pour toi. Et je sais également que avec tes étudiants, vous avez fait énormément de contributions justement sur différentes blockchains. Quelle blockchain en particulier et quelles sont les contributions que vous avez faites? Ouais. C'est sûr que principalement, on se concentre sur, on va dire, les deux blockchains les plus populaires euh, publics, donc Bitcoin et Ethereum. Ça, c'est sûr que on a fait beaucoup de travaux dans ces deux-là. Bitcoin, bon, c'est pas un système qui peut vraiment évoluer, on va dire. Là. Il y a beaucoup de difficultés on va dire, à changer le protocole, améliorer le système. C'est un système qui bouge pas gros, mais on peut quand même l'analyser de façon plus formelle que ce que les gens le font dans les communautés. Donc, nous, vraiment, on le fait vraiment de modélisation là, mathématique. On évalue c'est quoi la performance d'un système de Bitcoin. C'est quoi les paramètres qui affectent là, la sécurité ou les coûts ou la consommation d'énergie dans le système, ou on a regardé les paramètres qui influencent le minage aussi dans Bitcoin. Donc, pour nous, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on essaye euh, en permettant de modéliser ça, on est capable là, de prédire qu'est-ce qui peut se passer avec ce système-là. Donc, on peut prédire que s'il y a des changements qui se passent, comment ça va affecter là, le réseau Bitcoin. Donc, quand, par exemple, quelqu'un fait un altcoin qui se base sur le système de Bitcoin, il fait un changement, ben, nous, on peut dire, OK, si tu fais ce changement-là, comparativement au système de Bitcoin, ben, c'est ça qu'on peut s'attendre là, en termes de performance. Donc ça, c'est plus au niveau Bitcoin, c'est plus à ce niveau-là qu'on fait ça, donc modélisation. Euh, Ethereum, donc ça, c'est un autre gros système pour nous. Évidemment, parce que c'est celui où tout le développement là, de smart contracts, c'est là que c'est le plus mature. Donc, tous nos étudiants apprennent Solidity, apprennent à programmer, comment déployer leur propre
nœuds dans Ethereum, comment se connecter aux nœuds, utiliser les fournisseurs Web3, puis ça, les wallets, faire l'interface, un site web avec qui se connecte au réseau avec avec le Web3, le fournisseur Web3. Donc, ça pour nous, c'est déjà là un gros outil juste au niveau pédagogique. Juste avoir ces compétences-là, se former dans ça, c'est déjà super utile parce que ben, ça prend une relève, ça prend une main-d'œuvre formée dans ça. Puis, il y a pas vraiment de méthode présentement. C'est pas dans le curriculum au bac d'enseigner blockchain ou développement de contrats intelligents, tout ça. Donc, il faut le faire un peu à l'extérieur, là, que ce soit avec un certificat ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des moyens ou en ligne. Mais nous, on offre une autre option qui est, ben, si tu fais des études au cycle supérieur, donc surtout la maîtrise, ben, c'est là que tu apprends à faire cette programmation, à développer en Ethereum, faire ses propres applications décentralisées, des NFT ou des choses comme ça. Donc, il y a cet aspect-là. Mais après ça, en termes de recherche, ben, on a fait de la recherche même au niveau technique. Donc, Ethereum 2.0, on a participé à ça. On a été un des premiers à regarder ce qu'on appelle le problème là, de la disponibilité des données. Donc, en anglais, il y a ça le Data Availability Problem. C'est un problème présentement étudié pour le futur d'Ethereum, là, quand ils vont faire ce qu'on appelle le sharding, puis que le réseau va être partagé en plusieurs blockchains indépendantes, ben, il va y avoir ce problème de data availability problem, de comment récupérer toutes les données qui ont déjà été enregistrées dans la blockchain. Donc, on a été un des premiers à regarder ça, à publier un article là-dessus. Donc, il y a ça, il y a toutes sortes de techniques pour améliorer la performance dans les blockchains, donc comme les roll-ups, des choses comme ça, des layer 2 scaling qu'on appelle. Donc, comment essayer de maximiser le traitement de transactions ou le stockage d'informations en dehors de la chaîne pour alléger le plus possible la charge qui rentre dans la blockchain. Parce que si c'est difficile d'améliorer la performance de la blockchain niveau 1, couche 1, ben, à ce moment-là, il faut le faire en dehors puis essayer de réduire la charge sur la blockchain elle-même. Donc, on travaille beaucoup sur ce genre de système-là. L'autre aspect, ben, c'est tout simplement de développer des nouvelles applications décentralisées qui montrent comment la blockchain pourrait être utilisée dans des domaines d'avenir, là, comme les chaînes d'approvisionnement, dans le gouvernement, en santé. Donc, ça, c'est des choses aussi là, qu'on regarde à ce niveau-là. Sinon, le troisième système que je dirais qu'on étudie le plus, c'est au niveau privé, c'est Hyperledger Fabric. Donc, parce que c'est le système le plus populaire à notre estimation pour les réseaux privés. Donc, ça, c'est un système qu'on va dire qu'on utilise plus au cas, au besoin. Donc, si on, surtout là, quand on collabore avec des entreprises et là, euh, on fait une analyse, puis ça nous indique qu'il faudrait utiliser une blockchain privée. À ce moment-là, c'est là qu'on va faire des preuves de concept là, avec Hyperledger Fabric. Mais il y a aussi des problèmes techniques avec Hyperledger Fabric sur comment améliorer, là, accélérer le système, donc la vitesse de transaction, améliorer la façon que les transactions sont résolues. Des fois, dans Fabric, il y a des problèmes à Fabric en termes il y a des conflits des fois qui se passent entre les transactions, puis c'est pas clair quelle transaction doit être résolue ou pas, quelle transaction doit être rejetée. Donc, on a aussi fait des travaux à ce niveau-là. Donc, je dirais Ouais. que c'est vraiment ces systèmes-là qu'on travaille le plus. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que, dans le fond, on va entrer même un peu plus dans le détail lorsqu'on va passer à travers les différents concepts. Et ce que tu m'as aidé à comprendre par rapport aux blockchains privées, parce que c'est sûr que personnellement, j'ai plus un plus gros intérêt au niveau des blockchains publiques. La majorité de l'industrie est plus ciblée sur les blockchains publiques pour différentes raisons, bien entendu. Mais évidemment, les entreprises privées et le gouvernement s'en vont plus au niveau où souvent ça penche plus à utiliser des blockchains privées. Mais avant d'entrer dans les détails, euh, explique-nous un petit peu c'est quoi la différence au niveau de votre accompagnement ou s'il y en a une dans le fond, l'accompagnement avec ou à faire des preuves de concept avec une entreprise privée ou et avec le gouvernement. C'est quoi, quels sont les différents défis et la différence dans le fond dans cet accompagnement-là, s'il y en a une? Ouais. Ben, au début, on va dire que la méthodologie de base, c'est tout d'abord là, déterminer expliquez-moi, donc on demande à l'entreprise ou au gouvernement
c'est quoi vos cas d'utilisation? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez besoin de la blockchain? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on essaye tout d'abord chercher, trouver des arguments là, assez convaincants pour montrer que la blockchain aurait vraiment là, une valeur ajoutée. OK? C'est pas, des fois, c'est pas évident même de trouver ça. Parce que des fois, il y a des compagnies qui ils savent rien à ça, puis ils pensent que ça va leur aider, mais finalement, ça arrive que la conclusion, c'est que c'est pas le cas. Mhm. Dans d'autres situations, surtout, je dirais, là, au public, c'est plus dur de les convaincre d'utiliser la blockchain. Puis à ce moment-là, faut même aller jusqu'au point où il faut implémenter deux fois, comme implémenter une solution blockchain, implémenter une solution traditionnelle, montrer vraiment là, euh, euh, démontrer vraiment avec ces Les implémentations, avantages. c'est quoi la différence. Puis Ouais. des fois, ça va jusqu'à dire, OK, regardez, si on utilise une solution traditionnelle, voici les vulnérabilités, voici un scénario d'attaque possible avec ce système centralisé. Et voici pourquoi le système décentralisé pourrait prévenir ce genre d'attaque-là. Donc, euh, donc, c'est ça. Des fois, ça peut aller très loin, là, juste cette exploration-là. Puis Mhm. après ça, ben, c'est regarder quel type de système utiliser. Donc, euh, que ce soit un système public ou un système privé. Puis là c'est sûr qu'il faut expliquer qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, est-ce que c'est une application où les données sont les utilisateurs principaux, ça va être le grand public ou des gens anonymes sur Internet. Ben, c'est sûr que là, ça va être plus un système décentralisé public, là, peut-être qu'il va rouler sur Ethereum avec des smart contracts. Mais des fois, ça peut être que c'est des compagnies qui se disent nous, c'est tout simplement que on est un ensemble de compagnies où Mhm. Mhm. on a des silos. OK? Chaque compagnie est un silo. Les données rentrent pas et sortent pas de ce silo-là. Et on veut simplement trouver une façon de partager plus d'informations entre nous. Mais c'est entre compagnies. Donc, à ce moment-là, c'est un consortium. Et donc, c'est pas nécessaire à ce moment-là de partager des données publiquement sur un réseau public. Puis, s'ils sont capables de monter un réseau fermé qui serait, bon, qui utiliserait peut-être la même technologie de blockchain ou DLT, là, de façon générale, Distributed Ledger, euh, on pourrait suggérer de faire ça avec un système comme Hyperledger Fabric. Et là, on peut leur montrer que c'est possible de partager des données facilement entre vous et c'est pas enregistré sur un système public. Donc vraiment, ça dépend des cas. Puis c'est ça qu'on réalise de plus en plus là, que euh, la technologie là, a plusieurs formes et ça ne sera pas le cas que un seul système, une seule Blockchain. version de cette technologie-là de Mhm. blockchain va satisfaire à toutes les problèmes du monde. Là. Ça va être vraiment que on va devoir choisir des systèmes spécialisé, tu sais, un peu comme personnalisé, on pourrait dire, Mhm. là, pour chaque cas d'utilisation, parce qu'il y a des caractéristiques, il y a des challenges qui affectent si on a besoin que ça soit complètement décentralisé ou pas, le performance, les coûts, ok, est-ce que les entreprises veulent monter une infrastructure ou est-ce qu'ils veulent réutiliser une infrastructure existante? Donc, ça peut Mhm. aussi pencher. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, on va aller vers un monde où il va y avoir comme plein de blockchains différents qui vont servir différents cas d'utilisation. Et c'est là que je prévois là, que l'intégration de chaînes, là, donc la compatibilité ou communication entre systèmes de chaînes de blocs va être vraiment important là, parce que ça va être possible que on va être rendu à un point où il va y avoir plein de blockchains qui gèrent des données différentes, mais il va y avoir besoin de communiquer entre ces systèmes-là. Donc, aujourd'hui, on a déjà ça plus dans le contexte tu sais, DeFi, là, où c'est Mhm. comme ou communiquer des crypto-monnaies, transférer des crypto-monnaies entre plusieurs systèmes, puis tu utilises des bridges, là, des choses comme ça là, pour faciliter ça. Mais de façon générale, on a besoin comme de ce concept de bridge là, plus tard là, pour toutes sortes de données, même ceux qui sont pas qui est pas de la crypto. Là.
Exactement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup justement ce que vous faites et ce que tu fais et ce que tu as monté dans le fond à l'ETS parce que ça regroupe vraiment quelque chose que moi j'aime et c'est quelque chose qui m'a intéressé au niveau de la technologie blockchain. C'est vraiment de comprendre et d'être en mesure d'appliquer justement cette technologie-là à différents secteurs d'activité ou pour certains processus. Donc, l'idée, c'est d'améliorer le processus, mais pour améliorer le processus, il faut revenir justement à la base. Première question de savoir, as-tu besoin de cette technologie-là? Et puis de remonter la pente justement jusque à la solution complète. Et effectivement, ça, c'est pas mal un défi. Et puis, il y a tellement de choses à expliquer, tellement de choses à bien intégrer au niveau de la blockchain. Et dépendamment, finalement, dépendamment que ce soit public ou au privé, ben, cet accompagnement, elle a un coût. Mais encore une fois, notamment avec la blockchain qui m'intéresse et dans laquelle je suis impliqué, toute cette réflexion-là est mise de l'avant et est très encouragée. Donc, c'est pour ça que je comprends exactement tout ce que tu mentionnes et ceux de la communauté de cette blockchain-là comprennent également ce que tu mentionnes parce que c'est quelque chose qui est très, très, très véhiculé dans cette communauté-là et dans d'autres communautés parce que je trouve ça intéressant parce que même quand tu dis qu'il y a des publications qui se font au niveau de la blockchain Ethereum, c'est pas quelque chose qui est si mentionné que ça, j'ai l'impression, en tout cas dans l'industrie, mais il y a de la recherche, de l'innovation qui se font avec justement en partenariat avec des institutions publiques et des institutions éducatives comme justement l'ETS et probablement d'autres universités. Et donc, je trouve que ça, c'était évidemment très, très important, mais malheureusement, dans ce secteur-là, c'est pas la priorité souvent. Mais ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui va nous permettre justement d'arriver à la conférence à laquelle on a participé et à laquelle je pense que tu as contribué à monter cette conférence-là, c'était justement au niveau de l'intégration ou comment la blockchain pourrait justement aider le gouvernement et c'est quoi ses potentiels d'avenir au niveau de la blockchain dans le gouvernement, au gouvernement au Québec, mais dans le monde également. Et ce qui a été intéressant au niveau de cette conférence-là de 2 jours, qui a été montée notamment avec une de nos collègues qu'on va mentionner, Charlène Bouchard, sa contribution est vraiment extraordinaire au niveau du Québec pour la blockchain. Donc, on la remercie en passant. Mais dans cette conférence-là, vous avez monté justement des preuves de concept avec, avec plusieurs institutions publiques et vous avez fait justement la démonstration. Alors, tout ça, ça m'amène justement à parler de la- le concept, la différente compréhension de ces concepts-là, parce que je t'avouerai que j'ai failli tomber sans connaissance à plusieurs reprises lors de la conférence, parce qu'on amenait des concepts justement de blockchain, de décentralisation, d'immutabilité, de gouvernance et tout ça. Mais comme je le disais au début de notre conversation, moi, pour moi, ça, ce sont des concepts de blockchain privé, de blockchain public, je m'excuse. Et j'ai eu besoin de discuter avec toi pour comprendre que non, il y a ces concepts-là également, justement, on peut en discuter, il faut avoir cette discussion-là au niveau des blockchains privées parce que, justement, l'immutabilité peut avoir un certain degré ou la décentralisation peut avoir un certain degré, la transparence également des données peut avoir un certain degré, dépendamment du contexte et du cas d'utilisation. Mais pour toi, tous ces concepts-là, euh, comment est-ce que pour toi, ce n'était pas contre-intuitif, dans le fond, de parler de toutes ces choses-là, sachant que vous alliez monter une preuve de concept avec une blockchain privée pour le gouvernement? Ouais, donc c'est sûr qu'il faut d'abord que je mette en contexte là, cette conférence-là. Là. Donc, Oui, oui. pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on a organisé cette conférence-là? Donc, essentiellement, l'année passée, donc l'ETS, mon groupe de recherche Fusée, et Charlène Bouchard avec sa chaire sur les contrats intelligents de la Chambre des notaires. Donc, on a établi un projet, un partenariat avec le gouvernement, plus particulièrement avec le Revenu Québec et aussi le MEI, pardon, le ministère de la Cybersécurité. Donc, on a établi un projet pour explorer des cas d'utilisation de chaînes de blocs. Donc, au début, on s'était pas dit que ça allait être une blockchain privée. Ok, donc, comme j'avais expliqué tout à l'heure, dans la méthodologie, il faut d'abord se convaincre qu'on voulait utiliser la blockchain.
Le cas d'utilisation qu'ils nous ont présenté, c'était un cas quand même assez simple. Ça implique le Revenu Québec et la SAAQ pour gérer donc les paiements, là, on va dire, de taxes pour l'immatriculation d'automobiles. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, dans une application comme ça, combien de parties sont impliquées? Oui, tu as deux branches du gouvernement, donc le SAAQ, Revenu Québec. Tu as, oui, aussi le citoyen. Donc, on s'est dit que dans un système comme ça, le niveau de décentralisation est peut-être plus réduit, OK? Et c'est pour ça qu'on s'est dit que une blockchain privée pourrait quand même être utilisée, offrir un certain niveau de décentralisation qui serait suffisant pour convaincre les parties qui sont associées que l'information a été correctement traitée, que ça a été fait de façon transparente. Et en revanche, qu'est-ce qu'on obtient pour avoir mis ça sur une blockchain privée? Ben, c'est possiblement là, une réduction de coûts. OK? Donc, on n'a pas besoin d'envoyer des transactions sur un réseau public, de payer des frais de gaz. Donc, euh, donc, et c'est monté sur une infrastructure donc, qui serait maintenue par les différents partis. Donc, c'est ça qu'on a démontré là, comme preuve de concept. Mais ça ne veut pas dire que cette preuve de concept-là serait applicable partout. Il y aurait peut-être d'autres cas d'utilisation qui impliqueraient, que c'est à plus grande échelle peut-être, ou qui impliqueraient plus de parties. Et à ce moment-là, il faudrait aller sur une blockchain publique. Les autres possibilités, ok, c'est là que moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, combiner des méthodes ensemble. Donc, on Ouais. pourrait avoir une blockchain privée comme ça pour gérer un code d'utilisation comme ça, mais imaginons que on dit que cette blockchain-là a des faiblesses en termes de peut-être d'immuabilité, parce que peut-être il y a pas assez de participants. Ben, à ce moment-là, on peut aller euh, prendre, capturer donc ces données-là, faire ce qu'on appelle un hash, là, générer une signature de ces données-là et l'envoyer sur une blockchain publique, par exemple. Donc, on pourrait, par exemple, connecter un Bitcoin avec notre système de Hyperledger Fabric qu'on utilise ici. Et comme ça, euh, périodiquement, tu vas aller envoyer, tu enregistres la signature de l'État, le hash sur Bitcoin. Et là, ça te donne un point de non-retour. Tu pourras jamais revenir en arrière, même si le système de Hyperledger Fabric lui-même pourrait être compromis jusqu'à un certain degré, à cause que tu te fies sur un système public pour l'immuabilité. Donc, c'est là qu'on commence là, malheureusement, ça veut dire que Quentin, ça devient encore plus complexe, là. Ouais. Parce que là, on parle même plus de juste comprendre comment un seul système fonctionne, mais là, on parle de comprendre comment une combinaison de systèmes de blockchain fonctionne quand ils interagissent entre eux. Donc, mais c'est là qu'on voit aussi là, que des fois, il y a des possibilités là, de vraiment là, jouer dans ces paramètres-là, puis de même choisir différents systèmes pour les combiner, pour obtenir le résultat qu'on veut. Exactement. Et même l'exemple que tu m'avais donné également, c'est pour moi, quand on parle en termes de gouvernance, encore une fois, étant donné que je suis trop focusé sur les blockchains publiques, ben pour moi, la gouvernance veut dire comment est-ce que je gère la gouvernance de toute une communauté qui interagit avec une blockchain, que ce soit les mineurs, que ce soit les différents wallets, que ce soit les dApps, que ce soit juste les utilisateurs usuels de cette blockchain-là. Et donc, pour moi, ça veut dire on gère tout le monde dans cette question de gouvernance. Et au niveau des blockchains plus privées, et je pense que c'est une mauvaise compréhension également que beaucoup de gens ont. Blockchain privé, ils voient ça comme juste comme l'équivalent d'une base de données. Une base de données où je suis propriétaire de cette base de données et où finalement je peux appeler mon ami pour lui dire, bon, ben, annule cette valeur-là et tout ça. Or qu'il peut y avoir également de la gouvernance au niveau d'une blockchain privée
Parce que justement, il faut établir un cadre de gouvernance de dire ben, qui est-ce qui va envoyer des transactions, qui est-ce qui va toutes les valider, est-ce qu'on va toutes les valider, est-ce qu'on ne va pas toutes les valider, qui pourra la possibilité de supprimer une donnée et c'est quoi justement le processus pour justement supprimer cette donnée-là. Et tous ces éléments-là, eh bien, selon moi, ce sont des choses ça vaut pas la peine de les gérer parce que sur une blockchain publique, eh bien, tout est géré d'une certaine manière. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore à une super grande maturité au niveau de la blockchain. Donc, c'est normal qu'il peut y avoir, et comme tu l'as dit au départ, il y a des cas d'utilisation pour lesquels une blockchain publique ne serait pas assez performante ou ne répondrait pas 100% à la problématique. Et donc, on est obligé d'aller vers une blockchain privée pour pouvoir justement, et c'est là qu'il faut adresser justement ces problèmes-là de gouvernance, de transparence et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que, comme je te dis, j'ai failli m'évanouir pendant la conférence, mais à la fin de la Ouais. conférence, à laquelle j'ai donné aussi une présentation, je me suis rendu compte que ben, finalement, j'ai bien fait d'y aller parce que ça m'a permis d'apprendre justement toute cette partie-là qui fait partie également de l'écosystème de la blockchain. Alors, je trouve que ça, Ouais. c'est ça. C'est ce qui est important finalement, là. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Donc, dans les blockchains privées, par exemple, dans Hyperledger Fabric, ça, c'est vraiment une des grosses fonctionnalités là, qui est le cœur là, de ce système-là. C'est le fait qu'il faut déployer ce qu'on appelle un réseau d'affaires avant même de commencer à implémenter quoi que ce soit. Et dans ce Mhm, réseau d'affaires, il faut expliquer qui sont les acteurs qui vont maintenir quel type de machines dans ce réseau-là, que ce soit des machines de validation, des machines de stockage, des machines d'ordonnance de transactions, donc ceux qui produisent les blocs. Il faut gérer le contrôle, les permissions, les contrôles d'accès, donc qui sont les fournisseurs d'identité. Chaque compagnie pourrait avoir son propre fournisseur d'identité, tout ça, pour ses propres employés. Euh, Après ça, comme tu dis, qui maintient le contrat intelligent? Dans Fabric, ça s'appelle chain code, là, c'est la terminologie qu'ils utilisent, c'est pas smart contract, sur leur propre terme. Chain code. Donc, il y a ça, qui a le droit de le supprimer de ça. Les politiques d'approbation. Donc, pour chaque type de transaction, ça doit être clairement indiqué quelles entités doivent voter ou approuver cette transaction-là. mhm. Ça peut vraiment être très compliqué. Ça peut être juste une majorité, ça peut être quelqu'un a le droit de veto. Donc, plein de choses. Ça peut être un des défis dans l'adoption de la chaîne de blocs privée, c'est qu'il y a tellement de travail là, Ouais, en ouais. amont à faire, là, juste au niveau des ententes, puis le cadre, régler ça. Puis ça, malheureusement, moi, j'ai pas la réponse pour ça. C'est un peu en dehors de mon domaine d'expertise, là, mais c'est ça. Mais nous, afin de commencer, ben, c'est tout pour une preuve de concept, c'est correct, là, mais pour une implémentation réelle, il faudrait vraiment qu'on nous donne toutes ces données-là, qu'on nous dise exactement c'est quoi toutes les politiques, qui sont les machines, la taille du réseau, quel est le rôle de chacun. Donc, toutes ces informations-là sont nécessaires afin de monter quelque chose. Puis après ça, aussi, tu sais, comment le onboarding fonctionne, une nouvelle compagnie sincère, quel rôle il joue cet écosystème-là qui est formé. Donc, c'est très, très compliqué, là. Mhm, mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, encore une fois, c'est pas une blockchain privée, c'est pas un plug and play, là. Il y a, encore une fois, la même chose au niveau des blockchains publiques, là. Il y a une réflexion à Ouais. avoir, une vraie analyse à Ça. avoir avant de commencer à coder quoi que ce soit, là. Ouais, c'est ça. Mais en revanche, c'est ça. Ce consortium-là a le contrôle du réseau, donc est capable de le gérer, capable de prédire comment il va fonctionner. C'est ça la différence avec le réseau public. Donc, plateforme publique, tu partages ça avec toutes les autres applications sur le même réseau. S'il y a des problèmes, des fois, il y a des problèmes de performance, euh, soudainement, là, des nouvelles transactions, des applications arrivent avec plein de transactions, et là, ça fait augmenter le prix du gaz, tout ça. Mm. Ça, il y a comme des facteurs hors du contrôle là, pour ces applications-là. Donc, c'est ce genre de choses-là qui pourraient là, aussi être problématiques là, pour une entreprise qui veut faire quelque Exactement. chose de public.
Alors, avant de terminer, j'aimerais savoir justement, faire de la publicité un petit peu pour l'ETS, mais c'est quoi à ce Ouais. moment-là les avantages de faire des preuves de concept justement avec vous? Ouais, ben nous, ça fait depuis là, 2017 qu'on travaille sur la blockchain, qu'on fait des preuves de concept avec différents partenaires au public, au privé, des entreprises québécoises, mais aussi canadiennes et internationales. Donc, on a beaucoup d'expérience, on a vu beaucoup de choses. Nous, c'est vraiment, comme je dis, on veut s'assurer que si on fait quelque chose, on est capable de démontrer là, que la blockchain va avoir un avantage là, avant qu'on est capable de se convaincre nous-mêmes là, que ça va être utile de faire de la blockchain. Puis on a une expertise vraiment là, sur différents systèmes, puis on aimerait apprendre d'autres systèmes. Donc, récemment, on fait d'autres choses que les trois que j'ai mentionnés. Là. Il y a d'autres systèmes qu'on utilise aussi. Là. Donc, on est capable d'explorer aussi différents systèmes si possible, puis on est capable de vous montrer, là, de faire même l'implémentation sur différents systèmes, montrer comment ça fonctionne, puis le comparer avec une base de données, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Puis l'autre aspect, ben, c'est aussi de comprendre que l'accompagnement qu'on fait, ben, c'est sûr qu'il y a un fin pédagogique à ça. C'est pour former des étudiants, donc c'est pour former une relève. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi là, que vous allez intégrer des stagiaires dans le cadre de ce projet-là. Puis ces stagiaires-là, ben, éventuellement, ils vont devoir se trouver un travail. Puis évidemment, ils veulent rester dans ce domaine-là. Donc c'est une façon de former une main-d'œuvre, de potentiellement recruter des étudiants. Donc c'est ça. C'est vraiment ce genre de choses-là qu'on fait. Parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité, Kawen. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et je sais que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va se rencontrer et échanger. Alors, l'ETS, Kawen Zeng, professeur à l'ETS, pour nous parler justement de la blockchain publique, blockchain privée et dans le fond l'accompagnement qu'ils font à l'ETS pour des projets au niveau de la blockchain. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à entrer en contact avec Kawan Zeng. Les informations seront dans la description de la vidéo. Je te laisse le mot de la fin, Kawan. Ouais, ben, merci Quentin là, pour la très bonne discussion et tout ça. Donc, n'hésitez pas là, à me contacter là, si vous voulez travailler sur des projets avec la blockchain et les contrats intelligents. Parfait. Alors, à la prochaine. Merci à tous. Peace. Merci. Bonne journée.